Téléspectateurs de Mandé TV, bonjour, bonsoir. Très heureuse de vous retrouver. Bienvenue sur votre plateau Réflexion politique. Le plateau sur lequel, téléspectateurs, vous savez très bien, on pose un thème et avec des personnes qui maîtrisent très bien le sujet, en tout cas qui s'y connaissent bien, pour venir poser des réflexions, apporter des réponses à ce sujet, aux différents sujets qui concernent le thème. Voilà, apporter des éclaircissements, peut-être influer sur les comportements, influer sur les décisions de la nation. Avec une représentation de 49% de la population en 2022, selon le recensement général de la population, la femme malienne est le premier facteur du développement économique et humain, pilier essentiel de la famille et de la société. Elle joue un rôle crucial pour la paix et la stabilité sociale. Et pourtant, la nette majorité des femmes peinent à se hisser dans la société, à avoir des postes de responsabilité conséquents. Elles restent fragiles et fragilisées, peinent souvent à trouver une place lui permettant d'exprimer son plein potentiel. Est-ce qu'il manque encore une réelle valorisation de la place de la femme et de son rôle dans la société malienne, et comment faire en sorte que les femmes soient davantage au premier plan de toutes les grandes prises de décision de la nation? Sont autant de questions qu'on peut se poser, que vous pouvez également vous poser, qui nous pousse à avoir ce thème d'aujourd'hui pour notre réflexion de ce jour. Comment revaloriser le rôle et la place des femmes au Mali? Voilà, c'est posé. Pour en discuter sur ce plateau, téléspectateurs, j'ai le plaisir de recevoir Madame Samaké Fatoumata Traoré. Elle est experte en genre et gouvernance, directrice du Centre d'études pour l'éthique C2E Nieta. Madame Samaké, bonjour. Bonjour, Fadima. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Et notre deuxième invitée sur ce plateau, téléspectateur, il s'agit de Madame Diarra Nana Touré. Elle est sociologue, spécialiste du genre, sécurité et développement, présidente de l'ONG SAGOP. Madame Diarra, bonjour. Bonjour Fadima. Un plaisir de vous recevoir sur ce plateau, Madame Plaisir Diarra, partagé. Madame Samaké. Plaisir partagé. Et surtout de votre disponibilité par les temps qui courent. Ce sont des femmes leaders, des femmes très occupées. Voilà, on s'arrête là pour juste la présentation, mais sinon les casquettes, elles sont très kilométriques. Voilà, c'est une fierté. C'est une fierté et c'est surtout un plaisir pour moi de vous avoir sur ce plateau. Oui. Merci. Alors, on voit le centre C2 Nieta. De quoi s'agit-il avant qu'on entre dans le vif du sujet pour nos téléspectateurs qui veulent savoir? Ok, bonjour Fadima. C'est un plaisir d'être là aujourd'hui parce que voilà, la télé Mandé, en tout cas pour une fois, une télévision dirigée par une femme. Toutes mes félicitations. Merci beaucoup. Pour le parcours. Et alors, le centre C2 Nieta, c'est le centre d'études pour l'équité et l'excellence. Donc, c'est un bureau d'études pluridisciplinaire qui a été créé justement pour accompagner les institutions, les structures du secteur privé comme de la société civile pour l'opérationnalisation de leurs actions dans une perspective d'inclusion des questions de genre et aussi dans une perspective aussi de développement inclusif. Alors, nous avons des services, par exemple, comme la gestion des ressources humaines, mais surtout les études et l'appui conseil. Nous faisons également de la formation sur des thématiques diverses en lien avec le genre surtout, mais aussi sur les questions de développement et de développement durable de façon générale. Et nous faisons également de la prestation de services. D'accord, beaucoup de choses, de choses, c'est intéressant. On invite les téléspectateurs d'aller vous approcher et de savoir davantage à ce sujet-là. L'ONG, voilà, organisation non gouvernementale, SAGOPS. Qu'est-ce que ça veut dire?
Merci beaucoup Fadima. Je suis très ravie de partager le plateau avec Fatoumata, une femme d'une très grande expérience sur ces questions. Alors, l'ONG SAGOP, c'est une ONG de défense des droits des femmes qui travaille sur les questions de paix et sécurité, mais aussi les questions de gouvernance politique. Nous travaillons surtout pour favoriser et faire connaître l'apport, les contributions des femmes dans les processus de paix et les processus politiques. Nous avons été créés, ça fait une dizaine d'années maintenant, et l'ONG intervient dans plusieurs régions du Mali. D'accord, en tout cas, vous avez de la matière. Vous avez de la matière et ça tombe bien que vous soyez sur ce plateau-là. Je l'ai dit aux téléspectateurs, on verra bien, hein, les femmes, pilier central de l'économie, de notre société. Elles sont, on le dit, hein, au début, au milieu et à la fin de tout ce qui se passe réellement dans la vie d'un être humain. Mais là, aujourd'hui, on fera un focus sur la femme malienne. On veut savoir la femme malienne. Est-ce qu'elle occupe réellement sa place? Est-ce qu'elle joue pleinement son rôle au sein de la société? Voilà, on le saura avec des approches, des suggestions, et puis on va éclairer un petit peu sur ce sujet-là. On aimerait un peu avoir vos analyses, votre analyse, et à savoir l'évolution de la femme malienne avec le temps. Alors, quand on doit parler de l'évolution de la femme malienne, il est important de signaler que c'est une évolution assez discrète, mais aussi parsemée de défis, parce que la femme malienne d'hier et la femme malienne d'aujourd'hui sont différentes selon les endroits, c'est-à-dire qu'on soit en milieu rural comme en milieu urbain, mais c'est une évolution lente mais sûre. Alors, c'est une résilience qu'on voit déjà à travers cette évolution, parce que les femmes, leur rôle elles étaient dans leur rôle de gardienne de la famille avant. Et on voit bien que dans la société traditionnelle, la femme est considérée comme le pilier de la famille. Donc, elles sont la gardienne des traditions et des mœurs, mais aussi elles jouent le rôle d'arrière-plan en tant que pourvoyeuse principale par rapport à tout ce qui est tâches domestiques. Mais on voit très bien que depuis des années, des décennies, on peut dire, avec l'évolution de la société, avec plus de femmes qui sont parties à l'école, donc on voit qu'il y a eu un changement de ce rôle-là. Donc les femmes sont passées d'un rôle de gardienne de la famille à un rôle beaucoup plus moderne, c'est-à-dire essayer d'investir la sphère qui était dédiée auparavant aux hommes, qui était presque une chasse gardée, notamment occuper des postes de responsabilité, être reconnu, qu'il y ait par exemple même des textes qui en tout cas appuient cette perspective pour les femmes. Alors c'est vraiment un mélange de tradition et de modernité que les femmes essayent d'assumer actuellement. Et je dirais que c'est pratiquement une figure complexe parce qu'on tend vers une transformation majeure du rôle de la femme au sein de la société malienne, et qui est parsemée de défis, et des défis structurels on peut dire, qui en réalité pour beaucoup de femmes est difficile à passer. Et je pense que ce rôle-là est important à signaler, mais l'évolution actuelle que nous avons nous permet d'avoir de l'espoir. On verra ça, on va voir ça si on a l'espoir avec la jeune génération ou même les générations présentes actuellement. Il y a eu des précurseuses, on pourra dire Awa Keïta, elle est l'une des célèbres voix, voilà, nos mamans, nos tatas, elles sont allées à l'école et tout, l'évolution. Est-ce que, comme Madame Samake, vous trouvez que l'évolution, elle est lente mais sûre? Oui, alors l'évolution de la condition féminine au Mali, comme elle a dit, c'est vraiment une illustration entre, genre une tension entre la modernité et la tradition, et ça se comprend, ça se comprend vraiment. Mais je pense que ce qu'il faut noter, par exemple, quand vous comparez l'époque
de nos grandes-mères et notre période aujourd'hui, il y a eu vraiment des avancées dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la participation politique et même dans le domaine de l'entrepreneuriat, sur les questions de l'autonomisation économique, etc. Et ça, je pense qu'il y a eu une volonté politique allant dans ce sens, mais également l'appui de plusieurs partenaires qui interviennent dans ce domaine. Peut-être ce qu'il faut aussi ajouter, et je pense qu'elle l'a dit, et malgré ces avancées, il y a beaucoup de défis, beaucoup de défis auxquels les femmes font face au jour d'aujourd'hui, notamment par rapport à l'accès à leurs droits. Quand on parle de droits, il y a beaucoup de droits. Quand on parle de droits des femmes, des droits des jeunes, malheureusement, les gens ont tendance à comprendre qu'on parle seulement des femmes. Mais les droits des femmes sont aussi des droits de l'homme. Et quand on parle des droits de l'homme, c'est vrai que l'État a 3 niveaux de responsabilité, c'est-à-dire l'obligation de respecter les engagements pris, l'obligation de non seulement de respecter, de mettre en œuvre, mais aussi de protéger. Mais il y a tous ces aspects-là. Mais également, on voit que les femmes jusque-là ont du mal à jouir de tous leurs droits. Donc ça, c'est un véritable problème. Mais il y a aussi les questions de justice, surtout pour les femmes qui sont victimes de VBG en milieu, que ce soit en milieu rural, que ce soit en milieu urbain. Donc du coup, c'est ce qu'elle a dit, c'est-à-dire du rôle domestique, c'est-à-dire à la maison, dédiée à la maison, l'agriculture, etc. Aujourd'hui, elle se retrouve dans d'autres espaces. Et c'est dû surtout à l'éducation, à l'urbanisation, mais aussi à l'accès à l'Internet, à tout ce que nous appelons aujourd'hui l'éthique. Et aujourd'hui, nous avons même l'intelligence artificielle qui aide beaucoup les femmes à occuper d'autres espaces. Donc, ça, comme elle a dit, ça évolue, peut-être lentement, mais ça évolue quand même. D'accord. Ouais. Et souvent, on a tendance à voir, ça a été dit, hein, et puis ça se voit au quotidien. Hein, je pense que même par nos accoutrements, ça se voit qu'on essaye de faire cette fusion entre modernité et tradition et culture. Bien sûr, bien sûr. La femme malienne, de nos jours, au final, qu'est-ce qu'elle devient? Mais avant cela, le rôle et la place de la femme malienne en milieu rural. Alors, en milieu rural, je pense que je vais me référer peut-être sur une étude qui dit que l'essentiel de la production agricole, par exemple, genre jusqu'à 70%, quand on parle de la production agricole, je parle de l'agriculture, l'élevage, la pêche, est assurée par les femmes en milieu rural. C'est extraordinaire. Et sans oublier aussi qu'elle contribue également dans toute la chaîne de, non seulement la chaîne de production, transformation jusqu'à la commercialisation des produits. Donc ça veut dire que sur le plan économique au niveau rural, elle a un rôle très important. Mais en plus de ce rôle très important qu'elle assure, mais elle contribue aussi au développement économique. C'est-à-dire quand tu pars dans beaucoup de foyers en milieu rural, bon, ça dépend des localités. Dans certaines localités, vous allez voir que les foyers sont vraiment entretenus par les femmes. Vous parlez concernant les soins de santé, l'éducation des enfants, l'argent, ce qu'on appelle les frais de condiment, etc. Dans certaines localités, ce sont des femmes qui assurent. C'est pas partout au Mali. Donc ça veut dire qu'elles contribuent au développement économique. Et sur le plan social aussi, elles ont un rôle très important. Elles jouent ce rôle-là. Mais malheureusement, ce qu'on constate dans ces localités, et malgré ces différents rôles importants qu'elles jouent, on voit qu'elles sont exclues des sphères de décision, ce qui n'est vraiment pas normal. Donc c'est pourquoi il est important de comprendre ce rôle, de travailler aussi pour les aider non seulement à renforcer leurs capacités dans ce qu'elles font, parce que même quand on regarde aujourd'hui avec le phénomène de changement climatique, il faut les aider à renforcer leur résilience, à renforcer leurs compétences, mais aussi à les doter des outils, mais également à les donner plus d'informations, plus de données, plus d'outils pour qu'elles puissent participer même au processus politique pour la gouvernance locale dans ces différentes localités. Parce que assez souvent, avec le poids de la tradition, c'est des personnes qui sont souvent exclues. Madame Samake, vous pensez que c'est seulement le poids de la tradition dans ces zones-là ou bien c'est vraiment un petit... c'est des insuffisances, hein, des insuffisances sur l'éducation notamment, mais est-ce que c'est que ça? Bon, il faut dire que ça n'est pour beaucoup parce que quand on regarde par exemple au niveau des zones rurales, on se rend compte que la tradition continue à peser beaucoup plus que par rapport aux femmes qui vivent en ville par exemple. Vous allez voir dans certains villages, on peut aller jusqu'à dire que l'homme ne peut pas travailler la nuit et travailler le jour.
Donc, ça veut dire que c'est la femme qui doit non seulement se taper le travail de la journée, mais également le travail de la nuit. Donc, la femme peut elle travaille la nuit, elle travaille sans répit. Hein. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que en réalité, les tâches domestiques est un travail à plein temps. Oui, même plus. Parce que même un travail à plein temps, c'est 8 heures. Mais quand vous êtes femme au foyer, vous pouvez travailler 10 heures, 12 heures, 14 heures même, voire 20 heures par jour. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si en milieu rural, les choses n'ont pas beaucoup évolué, ça veut dire que ces femmes-là continuent à subir justement la corvée des tâches domestiques, ce qui les empêche, par exemple, de s'investir dans des activités économiques qui leur apportent de l'argent, dans des activités politiques qui peuvent probablement leur permettre de se hisser à des hautes fonctions. Ça va même les empêcher aussi d'être dans d'autres types de domaines, hein, comme par exemple sur le plan culturel. Hein. J'ai vu par exemple un parti politique où nous on faisait un peu la promotion des femmes sur le plan politique. On a constaté par exemple au niveau des partis politiques que la plupart des organes de prise de décision ne sont pas occupés par des femmes. Et même quand c'est des bureaux de femmes, les bureaux de jeunes, à ce moment-là, les fonds qui sont donnés aux partis politiques ne sont pas donnés à ces femmes-là. Les femmes n'arrivent même pas à avoir, par exemple, un financement de leur plan d'action. Elles restent toujours sujettes à la personne qui est au devant. Et sur les presque 300 partis politiques au Mali, il n'y a que 3 partis politiques, en tout cas, selon mes dernières informations, qui sont dirigés par des femmes et ce n'est pas des partis connus. Cela montre quoi concrètement? Ça veut dire que la femme peine à avoir sa place sur le plan politique, en termes non seulement de représentativité, ça ne se limite pas à cela, mais aussi en termes de prise de décision, en termes de choix par rapport à l'avenir et le devenir de la nation. Alors, on se rend aussi compte que, par exemple, en milieu rural, on a des opportunités. C'est un creuset d'opportunités qui est là mal exploité par la plupart des femmes du fait de l'analphabétisme, mais aussi par le fait que les traditions, la culture, la religion, on dirait que toutes ces valeurs-là de la société ne comptent que pour la femme. Pendant que ces valeurs-là sont allègrement violées à longueur de journée par les hommes, pourtant on ne voit pas d'action concrète qui les met en garde ou qui en tout cas les décourage à aller dans ce sens-là. Alors quand on regarde un peu ce rôle-là, on se rend compte que la plupart des femmes rurales ont une perception idéique de la grande ville. C'est-à-dire que c'est des femmes beaucoup plus émancipées, c'est des femmes qui arrivent à occuper des postes, et c'est des femmes aussi qui arrivent à affirmer leur leadership. Mais derrière ça, je peux vous assurer, Fadima, ces femmes en ville souffrent autant peut-être que leurs sœurs. Ben justement, c'est la question que j'allais vous poser. Pour sortir des femmes dans les zones rurales, oui. La femme malienne aujourd'hui, son rôle, sa place en milieu citadin. Oui, en milieu citadin, les femmes jouent un rôle exceptionnel parce que c'est des femmes qui sont très résilientes. C'est-à-dire, elles arrivent à concilier tradition et modernité, ce qui n'est pas toujours facile. Par exemple, vous allez voir que ce n'est pas parce que vous êtes en milieu urbain que, par exemple, le fait de vous acquitter de vos tâches domestiques, en tout cas, on vous épargne. Et toujours, la valorisation de la femme dans la société malienne est toujours tributaire de jugements un peu, on va dire, discriminatoires par rapport à la femme, soi-disant, la bonne femme, c'est celle qui arrive à assumer pleinement les tâches domestiques. Je vous donne un exemple précis par rapport à la ville. Et souvent, quand je regarde des émissions comme ça, et je pense que c'est vous qui pouvez jouer un rôle par rapport à ça, j'écoute certaines émissions à la télé et autres, et vous allez voir que tout de suite, on va dire que, mais en réalité, une femme qui n'arrive pas à prendre en charge toutes les tâches domestiques, c'est une femme qui n'est pas recommandable
pour le mariage. Et que certains hommes vont jusqu'à dire que tant que leur repas n'est pas mis sur la table par la femme elle-même, ça veut dire qu'ils n'ont même pas d'épouse et on leur donne un blanc-seing justement pour avoir une autre femme ou même marier la domestique. Pour cette raison, tout simplement. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que cette émancipation dont on parle, il n'y a pas encore eu d'émancipation des esprits. Je m'excuse, mais l'homme malien, ou bien le malien avec, voilà, en général, n'est pas en phase avec sa génération, c'est-à-dire le 21e siècle, où on a toutes ces opportunités qui peuvent aider les femmes, en tout cas pour une fois, qu'elles s'affirment sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan social et même sur le plan culturel. Mais on nous enlève ce droit-là malheureusement parce que tout simplement nous sommes des femmes. Et je pense qu'il est important aujourd'hui de voir que cette souffrance que vivent les femmes citadines, qui sont souvent taxées de femmes, pas adaptées. Est-ce qu'aujourd'hui, la question qu'on doit se poser, est-ce qu'aujourd'hui la femme malienne, citadine, entre autres, joue son rôle en fait? Joue son rôle en partie ou bien c'est un petit peu imposé, c'est un rôle quelque part imposé? Moi, je trouve que la femme joue toujours son rôle pour la simple raison que vous allez voir, quand on n'a pas besoin de statistiques pour le savoir, c'est que la plupart des femmes qui vivent dans des familles essayent de concilier cette modernité avec la tradition. Donc ça, c'est un baromètre qui permet de savoir que elles veulent quand même jouer leur rôle, même si la ce n'est pas tradition, facile. c'est quoi? C'est de travailler pendant 20 heures pour le foyer? La tradition, c'est de s'occuper en même temps du travail domestique, mais aussi, en tout cas tout, et puis s'occuper aussi, aller au travail. Je vous donne un exemple simple. Vous êtes une femme, vous travaillez, vous avez les mêmes horaires de travail que votre mari, parce qu'en fait, dans notre structure politique ou même dans nos stratégies, on n'a pas encore pensé qu'il faut avoir une sensibilité genre par rapport à l'aménagement des horaires de travail au niveau professionnel. Et moi, j'ai les mêmes horaires de travail avec mon mari. Et vous allez voir, quand moi je quitte, le travail, c'est direction cuisine. Ouais. Mais quand mon mari quitte le travail, c'est direction chambre à coucher ou devant canapé. La télé. D'accord. Alors, donc voilà, c'est pour dire que c'est un fait. C'est un fait et on essaye de s'assumer. C'est pour ça que je dis on est très résiliente sur ce plan-là. On ne peut pas nous taxer de femmes qui ne veuillent pas respecter la tradition, qui ne veuillent pas s'assumer. On s'assume. Mais on a simplement besoin aussi qu'on nous reconnaisse les efforts que nous faisons et que les politiques puissent désormais penser aussi à comment rendre sensibles toutes les stratégies, les lois et autres en faveur pour que les femmes puissent aussi avoir le temps aussi de se consacrer à la construction nationale. Voilà, je pense que c'est ça l'enjeu en fait. D'accord. Madame Diarra, la place de la femme, est-ce que c'est ce fardeau, ce poids, notamment celle qui se retrouve en milieu urbain, parce que en milieu rural encore, elle a encore le temps de vaguer tout tranquillement à ses occupations, à faire le champ. Il n'y a pas un timing en tant que tel qui presse. Or que la femme citadine, par exemple, s'il y a un dossier à rendre, à son employeur, il y a un temps, il y a assez précis, il faut boucler le dossier, il faut boucler l'affaire, donc elle est déjà sous une charge mentale et à rajouter à cela ce rôle-là. Mais est-ce que la place qu'elle a aujourd'hui, lui, s'y est réellement? Alors, il y a les femmes au niveau urbain, elles jouent différents rôles. Peut-être je peux parler de ça. Mais quand vous parlez des rôles, les rôles des femmes, peut-être il y a les rôles qu'on les attribue. Parce qu'elles sont femmes dans la société. Par exemple, Fatou, elle vient de le dire, quand elle quitte le boulot, arrivée à la maison, au lieu qu'elle se repose ou regarder la télé, elle est obligée de rentrer dans la cuisine. Est-ce que Fatou a voulu ça ou bien c'est un rôle qui a été attribué parce qu'elle est femme? Et moi, je pense qu'elle fait ça parce qu'elle est femme. Et ça, c'est une construction sociologique. C'est notre société qui est comme ça. Dans d'autres pays, ce n'est pas forcément la même chose. Mais au Mali, une femme qui ne fait pas la cuisine, c'est très mal vu.
Même si vous travaillez, vous contribuez à l'économie, vous aidez votre mari à la prise en charge du foyer, vous êtes obligé de faire, de faire la cuisine, de vous occuper des autres tâches domestiques. Ce qui n'est pas toujours normal, mais dans notre société, ça peut être vu autrement, de demander à son mari de l'aider pour les tâches domestiques et autres. Donc c'est toujours cette question-là, on est à cheval entre la tradition et la modernité, mais il faut une évolution des mentalités. Elle a dit, il faut que les politiques soient adaptées, soient sensibles genre, mais aussi il faut une évolution des mentalités dans nos familles, surtout avec nos hommes. Après ça, quand vous parlez du rôle des femmes au niveau de la ville, aujourd'hui, quand vous regardez, on va juste prendre l'exemple sur Bamako, pas les autres villes, les autres capitales régionales du Mali. Juste l'exemple sur Bamako. Aujourd'hui, les femmes à Bamako, elles jouent un rôle essentiel. Moi, en tout cas, ce que je vois, et je pense que vous observez aussi la même chose, dans la dynamique économique, dans la dynamique politique, même dans la dynamique sociale. Les femmes, leur apport dans l'économie, c'est vrai qu'elles sont beaucoup dans le secteur informel, mais aujourd'hui, par exemple, avec l'avènement des réseaux sociaux TikTok, même les femmes qui faisaient pas grand-chose, qui se contentaient de rester à la maison pour s'occuper de la famille, aujourd'hui, elles font de la vente, etc. Même si c'est des ventes en ligne, elles travaillent. Les femmes se font le plaisir de travailler aujourd'hui. C'est vrai, ce qu'elles font à la maison, c'est du boulot, mais elles veulent aussi avoir leur propre argent. Et ça, c'est très important. Parce que c'est aussi une forme d'autonomie, de se dire que j'ai pas besoin forcément d'un homme pour pouvoir me déplacer d'un point A à un point B. J'ai pas forcément besoin d'un homme pour me faire plaisir, pour m'acheter des choses, bien pour faire plaisir à mes enfants. Ça, c'est extrêmement important. Ça rend une femme, ça épanouit une femme, si on peut le dire ainsi. Mais comme je le dis, il y a malgré tout ce qu'elles font, il faut parler même sur le plan politique. C'est vrai qu'on a très peu de femmes, bon, on n'a plus de partis politiques maintenant, mais même au moment où on avait les partis politiques, on avait très peu de femmes à la tête de ces partis politiques, genre les postes de président, de secrétaire général, etc. Mais elle était dynamique quand même au sein de ces partis politiques-là. Donc, c'est juste pour dire que dans les différents domaines, les femmes, elles sont actives, mais elles font toujours face à des défis qui sont énormes. Par exemple, pour les femmes qui sont dans le domaine de l'entrepreneuriat, tu vas voir, pour avoir accès au crédit, sans crédit, c'est difficile de travailler, de développer son business. Mais pour avoir accès au crédit pour une femme qui est dans le domaine de l'entrepreneuriat, c'est un peu difficile. Il y a beaucoup de conditions. Donc, ça fait qu'elles ont du mal à compétir au même titre que les hommes. Ça, c'est l'accès au crédit, il y a l'accès à d'autres ressources. Donc, il y a beaucoup, surtout les pesanteurs. Si tu es obligé de venir au boulot tous les matins, de travailler, de descendre jusqu'à 17h à rentrer à la maison, travailler aussi à la maison, ça veut dire que tu travailles non-stop. Et une personne a besoin du repos. À la longue, est-ce qu'au boulot, tu pourras être efficace? Tu ne pourras pas. Et ce qui est demandé au boulot, on ne va pas dire que, par exemple, Fatoumata, elle est femme. Si, par exemple, elle est au même niveau que son collègue, ça veut dire qu'ils ont les mêmes charges de travail. On ne va pas dire qu'elle est femme parce qu'elle travaille à la maison, ou elle a un bébé, le bébé pleure la nuit. Donc, le matin, on va la laisser venir au bureau à 11h ou bien à 10h. Non. Donc, ça veut dire que la femme, dans le milieu urbain, elle est multitâche. Ça veut dire qu'il faut et ça a des conséquences sur sa santé. Ça veut dire, comme Mme Samaké l'a dit, il faut encore repenser les politiques à ce sujet. Bien sûr. Bien sûr, il faut repenser, c'est ce que vous approchez. Mais quelque part aussi, est-ce que vous entendez ces femmes qui disent égalité des chances, égalité des sexes, égalité des salaires, égalité, égalité, égalité? Non, en fait, quand on parle de droits des femmes, oui. Nous n'avons pas, les sexes sont différents, bien sûr, mais on parle de l'égalité. Quand on parle de l'égalité de chance, l'égalité d'opportunité, ça veut dire que nous avons les mêmes droits, on doit avoir les mêmes devoirs. Dans le travail, par exemple, en disant qu'il faut peut-être revoir les heures de travail parce que la femme a peut-être, elle court tout de suite à la cuisine et tout ça. Peut-être qu'il faut alléger au lieu de descendre, elle descend 30 minutes avant. Mais vous ne pensez pas aussi, est-ce qu'on ne peut pas imaginer que les hommes aussi vont trouver que c'est pas équilibré? Non, ils peuvent pas. Il se peut, hein? Vas-y, quelque part. Mais non, je pense qu'il faut aussi, je crois, c'est le fait de ne pas, c'est une mauvaise interprétation du mot égalité qui pose problème de mon point de vue. Parce que quand on parle d'égalité de chance, il ne s'agit pas d'une égalité mathématique. Même les hommes entre eux ne sont pas égaux.
les femmes entre elles ne sont pas égaux. Tout le monde est différent. Pas du tout. Donc, ce n'est pas de cette différence dont nous parlons. Nous parlons de quoi? C'est l'accès aux mêmes opportunités que les hommes. Par exemple, je vais dire, dans la société traditionnelle malienne, le fait qu'une fille achève ses études n'était pas une priorité. C'est-à-dire, la vraie priorité, c'était le mariage. Alors que nous savons très bien que pour occuper un jour un poste de décision, ou bien être directrice, être ministre, c'est relié au fait d'avoir une éducation à la base. Quand on enlève à la petite fille, dès le jeune âge, de pouvoir atteindre, de parachever ses études, qu'est-ce qu'on lui a enlevé? On a enlevé une actrice potentielle qui allait peut-être devenir quelqu'un dans la société. Alors, si on ne lui donne pas cette opportunité-là, on ne lui a pas donné cette égalité de chance avec le garçon. Ce qui veut dire aussi quelque part que ce n'est pas toutes les filles qui ont envie d'être directrices aussi. Si elles décident de ne pas continuer, elles peuvent avoir le libre choix. Mais ce phénomène ne s'applique pas aux garçons. On a vu dans nos sociétés traditionnelles, même quand on forçait les familles à donner des enfants pour aller à l'école, les parents préféraient beaucoup plus envoyer le garçon plus que la fille. Quand il s'agit de faire un choix parce que la famille n'a pas suffisamment de fonds pour prendre les enfants en charge, l'argent, on préfère l'investir chez l'homme. Pourquoi? Parce qu'il y avait cette répartition des rôles, des responsabilités au sein de la société qui voudrait à ce que l'homme prenne en charge la femme. Mais avec l'évolution que nous connaissons aujourd'hui, quel est l'homme qui peut prendre entièrement une femme en charge? En plus, c'est ne pas prévoir le fait que cet homme-là qui est censé prendre en charge la femme peut ne pas être un homme chanceux. Alors, qu'est-ce qui va se passer si on ne donne pas l'opportunité à la fille de pouvoir le faire? J'ai vu dans un village où l'homme a refusé, par exemple, à sa femme de se faire consulter par un gynécologue homme. Dans cette même société, vous allez voir que la fille, elle est mariée à l'âge de 13 ans, 14 ans. Et elle est arrachée de l'école même si elle fait ses études, parce que la priorité, c'est les études. Alors, cette femme-là, qui est entre la vie et la mort, que l'homme refuse, il y a deux problématiques de droit qui est citée ici. C'est la question du droit à la santé dont la femme devrait avoir accès sans passer par quelqu'un, sans l'autorisation de quelqu'un. Mais aussi, il y a le droit à l'éducation aussi des filles qui est interpellée à ce niveau. Pourquoi? Parce que pour qu'une femme soit gynécologue, il faut qu'elle passe 16 ans, 17 ans à l'école pour devenir gynécologue. Alors, si dans cette société, on enlève les filles de l'école, ou bien on les marie à 14 ans, elles n'ont pas la chance, quelle sera la femme gynécologue qui viendra soigner sa fille, sa femme? Ouais. Il n'y en aura pas. Donc, c'est les enfants, les filles des autres personnes qui sont bonnes à être des gynécologues, mais eux, leurs filles ne deviennent jamais gynécologues et on veut que ce soit une gynécologue qui soigne. Vous voyez un peu? Effectivement. C'est quand même... Voilà. Donc, c'est une pesanteur. Voilà, c'est une pesanteur. Ça fait partie aussi des handicaps ou des freins qu'on pourrait dire pendant la société. Revenons à la femme malienne pleine aujourd'hui. Sur le plan notamment politique, le rôle, la place de la femme sur le plan politique. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a la suspension des partis politiques, mais ça ne veut pas dire que la vie politique ne doit plus exister. Oui. Parce que même aujourd'hui, pour prendre simplement exemple, les autorités aujourd'hui ne sont pas des hommes politiques, mais pourtant, ils endossent la casquette politique quelque part. Imaginons, on va être dans ce cas de figure, imaginons un environnement où l'expression politique est possible. Quelle place et rôle de la femme aujourd'hui sur le plan politique? Et puis aussi sur le plan politique, et évidemment, il y a eu des droits, il y a eu des lois, il y a eu des quitus, on pourra dire, qui donnent à la femme tel droit, telle possibilité et autres. Le rôle et la place de la femme sur le plan politique au Mali. Alors, au Mali, sur le plan politique aussi, je pense que les femmes jouent aujourd'hui un rôle essentiel, très déterminant dans le domaine politique.
C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est vrai qu'on a très peu de femmes responsables des partis politiques, mais nous avons des femmes qui militent au sein des partis politiques. Même la vie associative, c'est de la politique. Hein. Tout à fait. Et il y a tellement de femmes aujourd'hui qui président des organisations, qui créent leur propre organisation, ou bien qui militent dans les organisations, qui font attendre leur voix et qui aident aussi d'autres femmes à se relever, à comprendre les choses, à comprendre les enjeux, à s'engager, etc. Je pense que tout ça, ce sont des rôles des femmes. Mais, comme vous l'avez dit, il est important quand même de revenir sur un certain nombre de choses que nous considérons aujourd'hui comme des acquis. C'est vrai qu'en la matière, il ne faut pas dormir, prendre comme des acquis en tant que tel. Par exemple, c'est notre loi, la loi 052, qui a permis à beaucoup de femmes, et sur le plan sécuritaire, sur le plan politique, d'accéder à des postes de responsabilité, même à l'intérieur du pays, par exemple dans les mairies et autres, il y a beaucoup de femmes qui ont pu être au niveau du conseil communal. C'est grâce à cette loi-là. C'est vrai, aujourd'hui, nous, on aspire, on veut avoir la parité, mais la loi 052 a beaucoup aidé les femmes maliennes. Je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, notamment renforcer davantage les capacités des femmes, procéder à l'information, à la sensibilisation des femmes, même celles qui sont au niveau rural. C'est vrai qu'avec les défis sécuritaires, c'est pas facile de se déplacer comme il faut, mais ces actions-là doivent continuer et doivent s'efforcer d'atteindre à un niveau où le niveau qui n'est pas forcément le niveau urbain, parce que les femmes qui sont au niveau rural, on a des leaders parmi elles. Il y a certaines femmes qui sont tellement engagées, c'est extraordinaire. Elles n'ont rien en retour en termes de rémunération. Certaines n'ont même pas été à l'école, mais elles sont tellement engagées. Tout ce qui est d'ordre communautaire, elles sont tout de suite très actives, elles sont très intéressées à travailler sur ça. Mais malheureusement, le problème qui se pose, c'est le problème du poids de la tradition sur beaucoup de femmes. Si aujourd'hui, nous, on est là, on arrive à s'exprimer, à dire nos points de vue, à extérioriser ce qu'on a au fond de nous et que d'autres personnes, d'autres femmes nous prennent en exemple, c'est parce que peut-être on a eu des chances que certaines femmes n'en ont pas aujourd'hui. C'est pourquoi la plupart d'entre nous aussi militent dans les organisations, on crée nos propres réseaux, on essaye d'atteindre d'autres femmes pour les mobiliser, pour les demander de militer également. Donc, pour vous dire, sur le plan politique, il y a eu beaucoup de choses, beaucoup d'avancées qui ont été réalisées de la part des organisations des femmes et puis même des femmes qui militent au niveau individuel. Parce qu'on peut militer dans les organisations, mais on peut militer aussi au niveau individuel. Moi, je connais beaucoup de femmes maliennes qui sont des grandes militantes, qui ne sont pas forcément membres des organisations de la société civile. Donc, je pense que quand on parle des femmes maliennes, on parle de toutes ces femmes-là. Celles qui sont en milieu rural, celles qui sont en milieu urbain, celles qui militent dans les organisations, celles qui ne militent pas dans les organisations, celles qui sont mamans, celles qui sont jeunes, etc. Donc, c'est une diversité. On a une diversité, mais on n'a pas aussi forcément, on n'a pas les mêmes besoins. On n'a pas la même façon de voir les choses, on n'a pas la même façon de comprendre, mais ça ne doit pas nous empêcher de travailler ensemble pour l'épanouissement de la femme malienne sur le plan politique. Est-ce que vous ne trouvez pas que la femme malienne, il y a quand même un plafond de verre? Un plafond de verre parce qu'on voit qu'elles bougent, elles sont vivantes, elles animent des ONG, des associations. En tout cas, pour tout ce qui est dynamisme, ça ne manque pas. Mais elles sont quand même absentes comment dire, en haut, à un certain niveau. Et donc, il y a un plafond de verre. On imagine la femme malienne ministre, directrice et autres dans les prises de décision. Et par exemple, dans l'histoire du Mali, on n'imagine pas une femme premier ministre. Ça s'est fini. Ça s'est fini difficilement pour la tentative qui a été faite avec le feu président Atiti. Alors. Exact. Mais je pense on est quand même obligé de dire que la femme malienne n'est pas seulement bénéficiaire des politiques. Elle en est la force motrice. Pourquoi je dis ça? Parce que, vous savez, quand on s'investit dans un parti politique, qu'est-ce qu'on recherche à la fin? C'est le pouvoir. Et le pouvoir se passe comment? Dans un système démocratique, c'est la voie des urnes. Alors, nous savons aujourd'hui que grâce aux femmes, on arrive à mobiliser. C'est les femmes qui sont en fait, c'est les femmes qui sont les principales, en tout cas, qui arrivent à engager plutôt la société ou même les enfants, les jeunes
et toute la société allait voter, par exemple. Oui, mais Et elles sont considérées quelque comme part du aussi, cette bétail petite électoral. parenthèse où il y a quand même une certaine exploitation aussi. Hein. Oui, On va pas développer ça. J'allais en venir. Parce que c'est pour ça qu'on utilise d'ailleurs le mot bétail électoral. On dit que les femmes sont utilisées comme du bétail électoral. Parce que c'est elles qui font en sorte qu'on élit. En général, c'est pour élire des hommes. Parce qu'il est aussi très rare de voir qu'une femme élise une femme. Ça aussi, il faut le dire. Donc, oui, parce que si une femme se présente, pour qui elle se prend, et les femmes même n'ont pas confiance en d'autres femmes, ça c'est un autre problème. Mais il faut aussi dire que, voilà, comme vous l'avez dit, le plafond de verre est là. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, quand on prend la scène politique est un environnement qui n'est pas tellement propice à l'évolution de la femme. On a eu à faire des entretiens avec des responsables de partis politiques. Qu'est-ce qu'on a vu ? On a vu que, par exemple, toutes les grandes décisions qui sont prises au niveau des partis politiques sont prises la nuit. 2 heures, 3 heures. Alors, quelle est cette femme-là mariée que le mari va laisser à une réunion jusqu'à 2 heures ? Une femme qui vient déjà à 20 heures. Donc, à la maison, après une réunion, n'est pas considérée comme une femme recommandable. Et sans compter, je ne sais pas s'il faut l'appeler stéréotype ou préjugé sur la femme en politique. Parce que les femmes qui s'investissent ne font pas, en tout cas, bonne impression. En tout cas, on ne leur donne pas une bonne image. Alors, ce qui fait d'ailleurs, ce qui décourage d'autres femmes à militer. Mais quand on va au-delà de tout ça, on se rend aussi compte que toujours, la vraie question, c'est qu'on n'arrive pas à appliquer les textes auxquels nous-mêmes nous avons souscrit, que ce soit au niveau international, avec par exemple la CEDEF, la Convention pour l'élimination de toutes les formes de discrimination envers les femmes, qui a été ratifiée, qui existe depuis 1979. On a aussi le protocole de Maputo qui vient de l'Union africaine, donc sur les droits des femmes en Afrique. On a au niveau national, parce que moi je me dis, c'est vrai, on a une loi 052 qui donne un quota, mais la femme malienne n'a pas droit seulement qu'à un quota. La femme malienne a droit à la parité. Pour la simple raison que, d'abord, on a, fort heureusement d'ailleurs, depuis 2023, on a quand même une constitution. Une constitution qui réaffirme dans son article 1er que tous les Maliens naissent libres et égaux en droit et en devoir. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que déjà cette loi sur le quota est caduque. C'est-à-dire que son application, normalement, on ne doit même plus se prévaloir de cette loi sur le quota. En plus, on dit que la loi 052 est une loi pour les femmes sur le quota, mais en réalité, ce n'est pas sur le quota. La loi 052 du 18 décembre 2015 est une loi qui vise à la fois les hommes et les femmes. Parce qu'on dit, pour toute fonction, que ce soit à un poste nominatif ou électif, la proportion d'hommes et de femmes ne doit jamais dépasser 70%. C'est ce qui est écrit. Ça veut dire que, par exemple, si on met en place un gouvernement, là où c'est des postes nominatifs, et qu'on se rend compte que le gouvernement est composé de plus de 70% d'hommes ou de femmes, ce n'est pas du tout recevable. Et normalement, ça devrait être révisité tant que cette loi quand même est en vigueur. Et l'autre chose aussi, pour les postes électifs, on l'a vu. Le Mali, depuis les indépendances jusqu'en 2020, on n'a pas pu avoir plus de 10 femmes députées, 15 femmes députées au niveau de l'Assemblée nationale. On n'a jamais pu avoir plus de 15. Ce n'est qu'avec les élections de 2020, où on a pu appliquer la loi 052, qu'on est arrivé à 41 députés. Pour la première fois de l'histoire, qui n'a pas fait long feu. Disons, je ne sais pas, ça a duré combien de jours, mais en tout cas, on a pu avoir des résultats. Ça veut dire que la loi peut faire son effet si on l'applique. Mais là où on a des problèmes aujourd'hui au Mali, c'est les postes nominatifs. Vous allez voir un conseil de ministres, si vous suivez, moi en tout cas je suis régulièrement, vous allez voir, il y a souvent des conseils de ministres qui ne nomment même pas une seule femme. Sur 10, 20, 30 personnes souvent, qui ne nomment pas une seule femme. Il y a des communiqués de conseil de ministres qui ne nomment pas une femme,
qui nomment uniquement des hommes jusqu'à la fin. Alors, on se demande, la question c'est quoi? C'est que est-ce qu'on pense qu'il n'y a pas de femmes compétentes pouvant occuper ces postes? Ou bien c'est pour dire que voilà, les femmes n'ont pas leur place s'il y a une transition, alors que cette transition, s'il s'agit vraiment d'en subir toutes les conséquences, tous les problèmes que les hommes vivent pendant cette transition, les femmes les vivent avec eux. Nous ne sommes pas dans un autre monde là. Nous sommes tous ensemble. Exactement. Quand il y a crise, c'est tout le monde qui en pâtit. Si ton mari perd son poste à cause de la crise, c'est toi qui dois tout faire pour nourrir ta famille. Et les études ont montré que la femme réinvestit plus de 80% de son revenu dans le foyer. Ça veut dire concrètement quoi? Ça veut dire que ça a un impact direct sur, par exemple, la scolarisation des enfants, l'alimentation de la famille, la santé, la prise en charge de la santé et même du logement. Il y a des femmes qui prennent en charge pratiquement tout pendant que leur mari peut-être a eu des soucis. Donc ça veut dire que nous vivons à la même enseigne les crises. Et pourquoi on ne peut pas avoir la même répartition? Si on se fonde, par exemple, sur les questions sécuritaires, parce que je vois des gens les gens sont toujours forts pour donner des arguments pour écarter les femmes. Ah oui, on est en transition, oui, on ne peut pas nommer les femmes, c'est quand même un régime militaire. Qui vous dit que en matière sécuritaire, que la femme n'a pas de rôle à jouer? Au moment où on disait que la femme n'a pas de rôle à jouer en termes de sécurité, ça veut dire, en ce moment-là, c'est parce que la guerre, c'était la force physique. C'était des hommes qui s'affrontaient avec des épées. Et on s'est basé sur la force de constitution physique qu'un homme a, constitution biologique, pour dire que c'est les hommes qui devraient aller à la guerre. Quelle est la guerre aujourd'hui qui se fait avec des épées aujourd'hui? Ça n'existe pas. C'est des questions de renseignement. C'est aller s'asseoir dans un hélicoptère, c'est appuyer sur un bouton quelque part. Et même quand... Même s'il y a la guerre physique, elle n'occulte pas voilà. L'autre. Oui, la guerre physique, oui, justement, on ne peut pas dire que la question de sécurité n'incombe qu'à l'homme. Parce que c'est à tort que dans les textes, on dit par exemple que l'homme doit protection à sa femme. L'homme doit protection à sa femme, c'est vrai, mais la femme aussi doit protection à l'homme. Pourquoi? Parce que quand un homme quitte sa famille pour aller travailler, l'homme ne protège plus sa femme dans ce ménage-là. C'est la femme qui s'occupe et de la sécurité et de la prise en charge de la famille. Ça, c'est pas de la protection. Ça, c'est pas de la sécurité. Quand un homme voyage, quand il va chercher de l'argent pendant 10 ans, il laisse sa femme avec les enfants derrière lui. Ou bien quand il va à la guerre, c'est lui qui assure sa sécurité. Mais non. Ça veut dire tout simplement qu'on ne valorise pas le rôle moteur que la femme joue au sein de la société. Et il est temps que cela change. D'accord, merci beaucoup en tout cas, pertinent. On a déjà évoqué le plan politique, on l'a compris, social aussi, on l'a compris, économique, on l'a compris depuis d'entrée, culturel, voilà, c'est la femme qui transmet la culture, qui est le pilier, le mari, il est très souvent parti, et c'est la femme qui, en réalité, est le moteur, qui préserve et qui transmet la culture. Et là, avec tout ce que Mme Samaké vient de me dire, la seule question que j'ai envie de poser là tout de suite, c'est de se dire, au final, quel est le rôle et la place de la femme malienne aujourd'hui? Et la question, la question a été répondue. Elle a été répondue, mais aujourd'hui, en fait, tout de suite, et surtout pendant cette période de transition. Oui, tout a été dit. C'est vrai que Mme Samaké en a dit pas mal, mais le rappel bénéficie toujours à l'apprenant. C'est quand même assez important, mais aujourd'hui, vu le contexte actuel du Mali, on est en période de transition, le rôle de la femme, il est dit en temps normal, ça a été dit, vous avez encore rajouté en disant que même en tant qu'élément de défense et de sécurité, c'est important aussi de donner cette place-là à la femme. Mais la question que j'ai envie de dire, c'est de dire de nos jours, en réalité,
le rôle que la femme malienne doit réellement jouer et la place qu'elle doit pleinement occuper actuellement, en fait. Ok, je pense qu'elle fait de son mieux, sincèrement parlant. Elle joue un rôle incontournable aujourd'hui dans le développement et dans la gouvernance. Moi, quand je parle de gouvernance, je parle de gouvernance politique et sécuritaire. Je pense que les questions sécuritaires, Fatoumata avait commencé à en parler, c'est très important. Elle a parlé d'un certain nombre de dispositions qui existent, qui ont été ratifiées même par l'État du Mali. Moi, je vais faire économie, mais je vais juste parler d'un document assez important qui est la résolution 1325. On parle aujourd'hui de l'agenda Femmes, Paix et Sécurité, qui est un ensemble de résolutions qui parlent du rôle important des femmes dans la prévention et dans la gestion des conflits. Aujourd'hui, nous sommes un pays qui traverse une crise, vraiment, je peux même dire une crise sans précédent. Donc, ne pas impliquer les femmes dans ce processus-là est une très grande erreur. Mais je pense que nos autorités ont compris, même s'il reste encore beaucoup de choses à faire. Quand vous regardez aujourd'hui, les femmes, elles jouent ce rôle de médiatrice. Elles jouent ce rôle-là, elles font de la prévention, elles font la médiation, mais elles participent aussi à la gestion des conflits, que ce soit au niveau communautaire, que ce soit au niveau régional, que ce soit au niveau national. Nous avons beaucoup de femmes leaders du Mali qui ont participé à différents processus de paix que le Mali a connus, et des processus de paix qui ont engagé l'État du Mali et les groupes armés. Nous avons des femmes qui ont participé à ces processus de paix, qui ont joué des rôles très importants pour faire entendre la voix du Mali, mais aussi pour nous amener à avoir un accord, ce qui est extrêmement important. C'est quand on signe un accord, il y a la phase de signature, mais il y a aussi une autre phase qui est extrêmement importante, parce que l'accord, c'est entre le gouvernement et les groupes armés, maintenant et la population. Donc, il faut un travail pour permettre à la population aussi de comprendre le contenu de ce document et de voir aussi dans l'avenir comment elle peut s'engager pour pouvoir défendre ces documents ou bien pour travailler dans le sens de l'atteinte des objectifs de ces documents. Et je pense qu'il y a beaucoup d'organisations des femmes même au niveau individuel qui ont travaillé dans ce sens-là pour expliquer les contenus des différents accords que nous avons eu au Mali avec les groupes armés, pour expliquer les contenus de ces accords, non seulement à d'autres groupes de femmes, mais également à des hommes ou à d'autres catégories de personnes. Ça, c'est un rôle très important, moi, de mon point de vue. Mais aussi, il y a eu beaucoup d'actions de plaidoyer pour permettre aux femmes d'être dans les instances parce que, par exemple, pour l'accord pour la paix et la réconciliation, ici du processus d'Alger, il y avait eu des mécanismes de mise en œuvre de cet accord. Et dans certains de ces mécanismes-là, il n'y avait pas de femmes. Donc, il y a eu des actions de plaidoyer de la part d'autres organisations de femmes pour permettre aux femmes de siéger au sein de ces mécanismes-là afin de défendre les droits des femmes et afin de nous permettre d'avoir un processus plus inclusif. Parce que souvent, c'est l'erreur, en fait. Quand on signe les accords, on revient, on a les documents, on essaye de mettre en œuvre sans certains acteurs de la société. Et ça, c'est une erreur parce que la paix qu'on recherche, ça ne va pas être une paix inclusive. Donc, pour qu'une paix soit inclusive et durable, il faut l'implication de toute la population. Et quand on parle de la population, les femmes, elles jouent un rôle important. Je ne parle pas seulement du nombre de femmes dans notre société. Nous savons tous que les femmes, elles sont très nombreuses dans la société malienne. Je ne parle pas seulement du nombre, mais quand on fait partie de la société, notre voix est entendue. L'implication des femmes, pas seulement l'implication, mais même à des hauts niveaux. L'implication des femmes, oui, mais aussi l'implication des femmes à des hauts niveaux. Dans la mise en œuvre. Dans la mise en œuvre, etc. Donc, les processus de paix, depuis la prévention, c'est-à-dire c'est un processus, quoi. Donc, du début jusqu'à la fin, les femmes doivent être impliquées. Si on ne le fait pas, c'est un problème parce que ça ne nous permettra pas d'avoir non seulement un processus inclusif, mais on n'aura pas aussi une paix inclusive. Pas juste impliqué, impliqué et entendu. Mais bien sûr. Parce que ça peut être une implication. C'est ça la participation. C'est ça la participation. Exactement. Donc, c'est ça la participation. C'est-à-dire, elle est là, elle donne les avis sont pris en compte. Tout à fait. Exactement. Merci beaucoup, Madame Diarra. Je vous en prie. Madame Samaké, vous avez quelque chose à ajouter sur le rôle des femmes aujourd'hui, surtout peut-être un petit message de la jeune génération qui regarde les sœurs, les tatas et tout ça. Mais c'est toujours bien de rappeler réellement
quel est le rôle, la place de la femme de nos jours sur tous ces plans, toutes ces situations dont traverse notamment le Mali? Bon, en fait, la femme a un rôle incontournable dans la société. Qu'on lui donne ce rôle ou qu'on ne le lui donne pas, la femme jouera toujours son rôle. C'est ça la réalité. Alors, la question principale n'est pas de dire que voilà, les femmes ne sont pas en train de jouer leur rôle. C'est que leur rôle, elles sont en train de jouer leur rôle, mais ce rôle-là n'est pas reconnu. C'est de ça qu'il s'agit. Ce rôle-là n'est pas valorisé. Par exemple, quand on parle des femmes médiatrices, c'est vrai, il y en a. Nana a parlé de tout ce que ces femmes-là ont fait au plan. On a vu même certains villages où il y a eu même des accords avec des groupes armés qui ont cessé d'attaquer ces villages grâce à des femmes. Mais allez voir ces femmes-là. Allez voir ces femmes-là. Une fois, j'ai fait un tour à Gao. Les femmes m'ont dit, j'ai dit, bon, moi je fais le monitoring du genre, mais c'est surtout les droits de l'homme. Les femmes m'ont dit que nous, on n'a même pas droit à la vie ici. En réalité, alors que le début de tout, c'est la vie d'abord. Il dit que nous n'avons pas le droit à la vie. Alors, ça veut dire concrètement quoi? Ça veut dire que toutes ces femmes-là qui se sont battues sont laissées pour compte. Elles sont laissées pour compte, c'est-à-dire que ce qu'elles ont fait, c'est vrai, on sait qu'elles l'ont fait, mais à chaque fois, nous devons nous battre pour être à la table des négociations. Ce qui n'est pas normal. Si on reconnaissait notre rôle, ça devrait être automatique, ça devrait être quelque chose, un fait, voilà, incontestable qui est là. Alors, la question aussi, c'est de dire, par exemple, que par rapport justement à ces questions politiques et sécuritaires, le manque de représentativité tient moins au fait que les femmes n'ont pas la capacité de jouer leur rôle qu'au fait qu'il n'y a pas une réelle volonté d'impliquer les femmes parce qu'on a des préjugés par rapport au rôle traditionnel que la femme devrait occuper dans la société. C'est l'occasion pour moi en tout cas, de remercier, ou je sais pas ce qu'il faut peut-être dire, mais j'ai apprécié, on va dire, quand il y a eu les affiches Bamex, il y avait un homme qui faisait dos à une femme armée, lourdement armée. J'ai beaucoup aimé cette affiche parce que ça montre une prise en compte du genre sur le plan sécuritaire, même si ça ne se traduit pas par les faits. Une fois, quand j'étais dans un atelier à Ségou et que j'ai commencé à parler du fait que voilà, il y a moins de femmes qui sont recrutées au sein des forces de défense et de sécurité, il y a un colonel qui s'est permis de dire en pleine salle que si vous nous poussez à recruter des femmes, c'est pour amuser la galerie. C'est parce qu'on a besoin de ces femmes-là. Mais on ne va pas les recruter parce qu'elles ont la compétence. Alors que nous savons, dans l'histoire de la sécurité, des femmes même ont été utilisées comme des agents secrets. Même dans nos empires, les femmes ont pu porter, historiquement, les femmes ont pu faire en sorte que certains rois puissent demeurer rois ou devenir rois. On l'a vu. Mais qui entend le nom de ces femmes-là dans l'histoire? Alors que c'est elles qui étaient à la base. Quand on parle de Soundiata Keita, de sa sœur, quand on parle d'autres femmes qui dans l'histoire malienne, et le fait déjà de dire qu'une femme n'est pas capable de diriger, moi je pense que ça c'est une hérésie. Parce que pourquoi? Il y a eu des femmes reines. Cette société était plus traditionnelle qu'aujourd'hui. On a vu des femmes reines qui ont bien dirigé leur empire. On n'a pas entendu de femmes reines sanguinaires, par exemple. Pourtant, des rois sanguinaires, oui. Parce que la femme, c'est synonyme de douceur. Une femme, je me dis même que si on a toutes ces guerres mondiales, c'est parce qu'on n'a pas encore testé les femmes. Parce que une femme, tu ne peux pas passer 9 mois en état de grossesse et que cet enfant-là grandisse, que tu aies mis toute ton énergie et que tu vois cet enfant-là disparaître à partir d'un coup de fusil ou autre. Tu ne seras pas contente. Donc, c'est pour dire que même quand les hommes vont mourir sur les champs de bataille, les hommes laissent derrière eux une femme qui s'occupe encore de la famille. Qui gère le foyer. Après... C'est aussi une responsabilité. Ouais.
Mais c'est non seulement une responsabilité, mais cette femme-là va en tout cas endurer la douleur de perdre son conjoint. Et ces enfants-là, orphelins aussi, vont avoir cette douleur-là pendant toute leur vie. D'accord, Madame, Voilà. Madame Samaki. En tout cas, c'est très clair hein, pour le rôle, la place de la femme malienne. Aujourd'hui, c'est incontestable. La femme malienne, qu'elle soit rurale, qu'elle soit urbaine, elle dégage quand même un certain leadership. En parlant de leadership, j'aimerais bien savoir quel leadership la femme malienne aujourd'hui dégage sur le plan extérieur. On sait qu'intérieurement, on voit, hein, vous l'avez dit ici, ça a été très clair et tout, mais souvent on se dit par le contexte géopolitique, par tout ce qui se passe avec la mondialisation, la femme malienne, est-ce qu'elle sort des sentiers battus? Est-ce qu'elle sort réellement de cet environnement national et elle arrive à s'exprimer comme il le faut à l'international? Et comment ça se fait? Je pense que vous avez des exemples, je suis au courant un petit peu. Oui, bien sûr. C'est vrai qu'au niveau national, elle continue toujours de se battre pour avoir une meilleure représentativité sur le plan politique, économique, etc. Vous l'avez dit. Mais au niveau international aussi, au niveau régional, au niveau international, les femmes sont très actives. Elles sont très, très actives. Elles incarnent une voix forte, que ce soit dans le domaine de la gouvernance, sur les questions de paix et sécurité et sur les questions d'autonomisation, etc. Nous avons beaucoup de femmes maliennes compétentes qui travaillent dans les organisations internationales, dans les institutions internationales, qui sont des références pour beaucoup de personnes qui ne sont pas des Maliens, qui sont des références pour des non-Maliens. Également, par exemple, sur le plan culturel, sur le plan scientifique, nous avons des femmes qui représentent aujourd'hui, qui contribuent à la visibilité du Mali. Au niveau international, elles sont connues. Hein. Sur le plan culturel, on a des grandes artistes dans le domaine de la musique, la peinture, etc. aujourd'hui qui portent la voix du Mali. Et il y a des femmes aussi qui militent dans les réseaux comme nous. Nous sommes dans des réseaux au niveau régional, au niveau international, des réseaux de défense des droits des femmes, des réseaux sur les questions de gouvernance, sur les questions de paix et sécurité. Donc le militantisme des femmes maliennes, c'est pas qu'ici. C'est pas qu'au Mali. Au niveau international aussi, on essaye de se battre, non seulement pour porter la voix d'autres femmes, des femmes maliennes, mais aussi pour contribuer à la visibilité de notre pays. Merci beaucoup pour cette phrase. Visibilité de notre pays, on adore. On adore beaucoup et surtout par les temps qui courent. Hein, une visibilité assez positive. La femme malienne, elle incarne la femme moderne, elle incarne la femme traditionnelle, la femme d'aujourd'hui. Et est-ce qu'il manque encore quelque chose pour plus s'incarner à l'extérieur? Il y a toujours quelque chose à faire pour mieux être visible, pour mieux aussi impacter sur la vie des millions et de milliers de femmes. Parce qu'en réalité, quand on regarde ce qui se passe, c'est que finalement, au niveau international, le Mali, la femme malienne, elle est perçue comme une femme battante. Nous l'avons su un moment, par exemple, où le Mali a réussi à créer la CAFO. Pour la première fois dans la sous-région, il n'y avait pas une coalition d'organisations féminines de cette envergure et qui puisse aussi avoir des représentations, même dans les villages. Donc le Mali a été un exemple à ce niveau et le Mali a été beaucoup salué. Les femmes maliennes, leur dynamisme a été apprécié par leurs consoeurs en Afrique de l'Ouest et dans toute l'Afrique. Donc, ce que les femmes maliennes peuvent faire de plus, c'est justement toujours continuer dans cette voie de revendiquer leur position, leur place dans la société et savoir aussi que le pouvoir ne se donne pas, le pouvoir s'arrache. Il faut que cela soit clair. Si on doit s'asseoir toujours et croire qu'on va nous donner tout sur un plateau d'argent, on va longtemps attendre. Alors, ça veut dire aussi quelque part que même si ça s'arrache, vu qu'elles ne sont pas à ces niveaux, ça va être difficile à arracher. C'est pour ça que dans toute la lutte que nous menons actuellement par rapport à la promotion des femmes, nous mettons à nos côtés des hommes engagés, parce qu'il y en a, Dieu seul sait, des hommes qui reconnaissent
le rôle et la place de la femme, qui valorise le statut de la femme dans la société. Et ces hommes-là sont capables aussi d'impulser cette dynamique, mais aussi il y a toute cette question liée aux acteurs religieux, aux leaders communautaires, par exemple, qui sont ancrés dans la tradition, qui n'ont pas suffisamment d'informations par rapport à cette question d'égalité, parce que ça a été longtemps perçu, et toujours d'ailleurs, comme une importation occidentale, et qu'il ne faut pas y prêter une oreille attentive, et que finalement la lutte que la plupart des femmes leaders mènent, c'est une lutte pour les Occidentaux, alors qu'il n'en est rien. C'est une lutte de survie. Ce n'est pas une question privée, c'est une question nationale. Et tout le monde devrait en être conscient. Parce qu'on n'a pas quand même besoin de l'Occident pour venir nous apprendre que violenter sa femme dans un foyer n'est pas bon. Que par exemple, essayer de forcer une fille à se marier à 12 ans n'est pas bien pour sa santé. Ou encore que nous continuons encore à dévaloriser la femme dans le foyer et la considérer comme un bien. Que cela n'est pas bon. C'est l'humanisme même qui voudrait qu'on sache qu'il y a des problèmes. Et c'est vrai, on a nos valeurs qu'il faut sauvegarder. Tout le monde a des valeurs et ces valeurs-là doivent être sauvegardées, mais c'est les bonnes valeurs qui devraient être sauvegardées. Mais ce qu'on considère comme valeur qui ne profite qu'à une frange de la société n'est pas du tout une valeur. Ce qui me pousse sans transition, voilà, je ne crains que le temps ne nous fasse défaut, c'est de se dire en piste de solution, en recommandation, en suggestion, on appelle peut-être à la population, aux citoyens, aux gouvernants, peut-être de revoir aussi certains aspects des politiques, voilà, des politiques surtout en faveur de la femme. Quelles sont vos recommandations pour revaloriser le rôle et la place de la femme au Mali? Alors, je pense que d'abord, il faut un changement de paradigme. Il faut que les États quittent vraiment ce rôle ou cette perspective d'intention et aller vers des actions concrètes en faveur des femmes et des filles au Mali. Parce que en réalité, ce changement-là n'est possible que quand les autorités, les plus hautes autorités, les gens qui sont au pouvoir, reconnaissent que la question de l'égalité homme-femme est une priorité nationale et que ça vaut la peine vraiment d'aller vers ça. Ce n'est qu'une fois ce déclic fait qu'ils seront ouverts justement à des changements en profondeur dans notre société. Mais tant que nous allons continuer à croire que c'est une importation occidentale, c'est contraire à nos valeurs, de toute façon, la femme ne doit pas quitter son foyer, elle doit s'occuper de la famille. Si la femme est à un niveau élevé, elle va élever le ton sur son mari et des considérations qui ne tiennent pas la route, qui ne sont pas en phase avec notre époque, qui ne traduisent pas la réalité, la souffrance que chaque femme, que la plupart des femmes vivent au sein des foyers. Donc, ma recommandation principale, c'est la sensibilité de nos autorités vis-à-vis des questions d'égalité genre. C'est un appel, un cri de cœur que je lance. Qu'ils prennent juste le temps de comprendre quelle est cette notion-là, quel est son fondement, quels sont ses principes, qu'est-ce que ça vise à long terme. Parce que le Mali ne peut pas être le seul oiseau à voler avec un seul aile. Un oiseau a besoin de ses deux ailes pour voler. Alors, les femmes sont la deuxième aile de l'oiseau en question. Parce que nous constituons quand même presque 50% de la population. Si on doit mettre de côté toute cette frange, parce que tout simplement, on est né femme, on n'a pas choisi d'être femme. Au contraire, tout le monde, il y a c'est pour une complémentarité que nous sommes tous là, mais pas pour un rôle de second plan. Donc, le mari ne se construira qu'avec toutes ses filles et ses fils. Et le contraire ne sera pas bénéfique. Merci beaucoup. Madame Diarra, vos recommandations, suggestions, au regard de tout ce que Madame Samake vient d'apporter sur ce plateau, voilà.
Ok, moi c'est juste à 3 niveaux. D'abord, elle l'a dit, hein, il faut une volonté politique forte. Sans une volonté politique forte, on peut faire beaucoup de choses, mais on avancera difficilement. D'abord, il faut une volonté politique forte, mais aussi il faut investir. Quand je parle de l'investissement, ça c'est l'État, mais aussi les partenaires. C'est-à-dire qu'il faut investir dans l'éducation, il faut investir pour les femmes qui travaillent dans des domaines économiques, etc. Il faut investir de l'argent et il faut favoriser aussi l'accès aux ressources pour les femmes. Ça, c'est un deuxième niveau de recommandation. Maintenant, enfin, il faut une transformation des mentalités. Il faut accepter d'évoluer, il faut accepter le changement. Souvent, on refuse le changement. On s'est dit non. En fait, on s'est dit, bon, les questions des droits des femmes, les questions des droits de l'homme, c'est des choses qui nous est importées, ça vient d'ailleurs. Alors qu'en réalité, personne n'accepte que tu sois violenté. Ça, ce n'est pas forcément quelque chose qui vient de l'intérieur, quelque chose qui vient de l'extérieur. Donc, il faut accepter d'évoluer, de changer les mentalités. On peut avoir, comme on dit, comme les sociologues disent, en fait, les cultures sont dynamiques, en fait. Et les cultures qu'on peut considérer comme les bonnes, ce sont les cultures qui acceptent non seulement d'évoluer, mais de faire de l'emprunt, de prendre d'autres choses qu'on considère comme des aspects positifs chez d'autres personnes. Par exemple, si les choses que nous considérons comme des choses qui sont importées, si nous pensons que c'est bon pour notre communauté, c'est bon pour notre société, pourquoi ne pas adopter ces aspects-là? Donc pour moi, d'abord, il faut une volonté politique, ensuite, il faut accepter d'investir dans les femmes, dans l'éducation, etc. Et après, il faut accepter cette transformation, il faut évoluer, il faut que les mentalités évoluent. Sinon, sans ça, ça va être très difficile pour nous. On fait beaucoup d'actions, que ce soit dans les organisations et autres, mais si à ces 3 niveaux-là, il n'y a pas de véritable changement, ça va être difficile pour nous. Voilà. En tout cas, pour ça, je voulais souligner que les cultures et la culture ne meurent pas. Elle évolue, elle se transforme, elle fusionne. Exactement. Avec d'autres. Oui, tout à fait. On adopte d'autres cultures et d'autres cultures aussi adoptent souvent nos cultures. Mais souvent, on a l'impression, c'est des rapports de force en fait, ces questions-là, c'est des rapports de force. Quand il y a des choses les hommes se disent, ça, ce sont des aspects qui arrangent les femmes. Nous, ça ne nous arrange pas. Donc, c'est comme si, en les cédant certaines choses, ils vont perdre des privilèges. Alors qu'en réalité, c'est pas ça, c'est gagnant-gagnant. C'est complémentaire, ça doit être vu comme ça. Mais malheureusement, dans beaucoup de cas, c'est pas vu comme ça. Voir une femme accéder à des postes de responsabilité, c'est comme si son mari vient en second plan. Et nous, dans notre société, ça, c'est pas accepté. C'est comme si la femme, elle finira par dominer son mari. C'est crucial aujourd'hui que tout le monde, hein, hommes, femmes, les sociétés, qu'elles soient plus modernes ou plus traditionnelles, doivent comprendre qu'on est dans une forme de globalisation et on est complémentaires. Bien sûr. Nous qui sommes là aujourd'hui, qui avons des activités, on le fait pas pour se comparer à nos messieurs, mais tout simplement pour les compléter. Parce qu'ils n'ont pas souvent le temps. Et c'est la femme qui a été un peu instruite, qui peut, par exemple, suivre les enfants pour les devoirs, qui peut gérer. En tout cas, tout a été dit sur ces plateaux, mesdames. Merci beaucoup pour vos apports. Actualité oblige, on a parlé de violence basée sur le genre. La femme malienne est-elle violentée ou pas? Elles se sont violentées, elles se sont victimes en tout cas. On a vu les 16 jours d'activisme proliférer sur la toile, les femmes aujourd'hui qui se font entendre, hein, qui se disent qu'il ne faut pas qu'on se laisse faire. Carrément, 16 jours d'activisme, voilà, vous êtes à féliciter, hein, téléspectateurs, Madame Samake et Madame Diarra, c'est des femmes très engagées, très fortes. Allez-y les suivre, hein. Vous verrez très bien toutes ces actions qu'elles font pour le bien-être de la société malienne avant tout, hein, pas seulement que pour les femmes, hein, pour le bien-être de la société. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire pour sensibiliser sur ces journées d'activisme, sur les VBG, violences basées sur le genre? Alors, c'est l'occasion quand même de dire que nous, femmes du Mali, nous restons engagées pour la lutte contre les violences basées sur le genre. Parce que les violences basées sur le genre, nous le crions haut et fort, est un crime contre l'humanité. Pour la simple raison que les violences sont des violences insidieuses, permanentes,
quotidiennes vécues par des femmes, par des filles, mais aussi même par certains hommes. Donc, ce qui veut dire concrètement que c'est la société qui va mal. Et pour cette raison, nous avons initié une campagne. Étant donné que cette année, le thème porte sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire les violences basées sur le genre en lien avec le digital, nous avons lancé une campagne nationale de lutte contre les VBG. Et cette campagne-là consiste tout simplement à créer une plateforme qui va fédérer toutes les organisations donc engagées dans la lutte contre les VBG au Mali, qui vont pouvoir avoir quotidiennement des visuels avec les 16 messages que nous avons préparés pour ces 16 jours d'activisme. Et pour permettre aussi qu'un plus large public, parce que nous savons qu'au niveau rural, les femmes ne sont pas forcément toutes les femmes ne sont pas alphabétisées, nous avons aussi opté pour des messages vidéo avec ces mêmes messages dans les langues locales pour que la portée soit étendue dans les zones les plus reculées du Mali. Aujourd'hui, nous pouvons dire que nous avons réussi. Nous avons réussi pour la simple raison que notre plateforme regorge de plus de 300-400 associations de femmes, ce qui pour nous est peu pour une campagne, mais en réalité, cette campagne a été lancée 3 jours avant le 25 novembre, le début de la campagne. Et aujourd'hui, cette plateforme totalise près de 400 personnes. Moi, je dirais pas que c'est peu. Je dirais que c'est un très très bon début. Voilà. Vous êtes encore jeune, à ce que je comprends. Oui. Donc nous, moi je suis c'est le comité permanent donc de la session alternative sur la condition féminine, donc CSWA Mali. Donc j'ai été investie comme présidente et avec ça en mars déjà on avait lancé une campagne digitale lors du 8 mars, c'est-à-dire la célébration du 8 mars, qui a aussi eu un succès. Mais ce n'était pas uniquement au Mali, c'était dans une trentaine de pays africains. Parce qu'actuellement, nous sommes dans une quarantaine de pays africains. Alors, aujourd'hui, nous pensons qu'il faut une alternative pour valoriser le statut et la condition de la femme malienne, en quittant vraiment ce système qui consiste à aller toujours porter nos problèmes au système des Nations Unies, qui n'a pas forcément des réponses pour nous, femmes. Parce que la preuve en est que nous partons pour ces conférences, on revient, la situation de la majorité de la femme, les femmes n'ont pas changé. Donc pour nous, il ne s'agit pas de monter dans les avions et puis de plus, beaucoup de femmes ne sont même pas au courant. On a dit pourquoi ne pas avoir une session alternative africaine. En Afrique, pensée, décidée par les Africains et les Africaines, de manière à penser nos propres problèmes, trouver des solutions et produire même un rapport alternatif qui fera peut-être du poids, non seulement au sein du système des Nations Unies, mais au niveau d'autres instances. Nous avons des instances régionales qui doivent aussi nous aider à cette promotion de la femme. On ne doit plus continuer à, en tout cas, adopter des conventions, des chartes, signer des protocoles en lien avec la promotion de la femme, pendant qu'au fond, la situation de la femme reste inchangée. Que rien ne change. Il est temps que cela change pour nous. Donc, ces 16 jours d'activisme s'inscrivent dans ces cadres et c'est un réel plaisir aujourd'hui d'annoncer aussi que la clôture de cette campagne est prévue le samedi prochain, donc le 13 décembre à Amdalaï Asseyi, où nous allons vraiment faire cette clôture, une grande cérémonie où les visuels et les messages vidéo qui ont été diffusés. Où est-ce qu'on peut voir tout ça? On peut voir tout ça sur quoi? Les hashtags? Oui, bon, les hashtags, on en a, mais vous pouvez aller sur www.cdenyata.com. Donc, il y a une rubrique CSOA. Et on a aussi une charte d'engagement contre les VBG. On veut que beaucoup de gens signent cette charte-là, qui est aussi disponible sur le site. Donc, on voudrait avoir un large public parce que tout sera annoncé. Il y aura des trophées Maya qui sera décerné aux hommes engagés. Parce que quand on parle de Maya en Bambara, ça veut dire l'humanisme, l'humanité. Donc, on pense que être contre les VBG, c'est faire preuve d'humanisme. Tout à fait. Merci beaucoup, Madame Samake. Madame Diarra, vous avez quelque chose à rajouter concernant
Les séjours Les séjours d'activisme. Les violences basées sur le genre. Ouais, je pense que Fatoumata, elle a dit l'essentiel, hein, sincèrement. Les VBG sont une injustice envers les femmes. C'est pourquoi nous, on a décidé de se mettre ensemble, surtout cette année, pas seulement au niveau de nos organisations, mais on a essayé de regrouper plusieurs organisations de la société civile, des organisations de défense des droits des femmes qui sont composées pas seulement que des femmes et des hommes, faire une campagne pendant les 16 jours d'activisme, c'est-à-dire une campagne de 16 jours avec des messages écrits, des messages audio pour les pour les personnes qui sont en mesure de lire, peuvent lire et comprendre. Pour les personnes qui ne sont pas en mesure de lire aussi, peuvent écouter les messages audio qui sont en bambara. Donc l'idée, c'est de vraiment faire comprendre aux gens que les 16 jours d'activisme, c'est pour alerter, c'est pour pousser les autorités aussi à agir, et c'est pour dire aussi à la population qu'il est temps de briser le silence. Ces violences-là, elles sont physiques, mais elles ont d'autres formes. Donc, il ne faut pas qu'on garde le silence. On peut tous agir pour briser le silence, mais également pour pousser les autorités à agir en faveur des droits des femmes. Donc, comme elle a dit, on a prévu une cérémonie de clôture pour ce samedi, Inch'Allah. Je pense que vous êtes aussi invités. Inch'Allah, oui. Donc, ça va être une première pour nous. Et le rapport aussi, si le rapport est produit, on va partager avec vous. Je pense que vous pouvez nous aider aussi pour la diffusion du rapport alternatif. Volontiers. Merci beaucoup. Volontiers. Et surtout qu'il faut signaler, téléspectateurs de Mandé TV, les VBG font des victimes. Ah ouais. Et les premières victimes, souvent, ce sont les enfants. Ce sont nos enfants. Donc, ils seront doublement victimes parce qu'ils sont victimes par l'influence ou l'impact au sein de la famille. Et aussi après, il faut comprendre que c'est la génération qui va porter le pays par la suite. Donc vraiment, c'est un sujet à prendre à bras le corps en espérant que c'est tombé dans les oreilles qu'il faut. Hein, mesdames. Merci beaucoup, téléspectateurs de Mandé TV. Nous sommes à la fin de notre réflexion du jour. Voilà, j'espère que vous avez pris plaisir à écouter ces dames avancer des choses. La femme malienne, elle a sa place, elle joue son rôle pleinement. La femme moderne, moderne aujourd'hui sur ce plateau qui a pour thème comment revaloriser le rôle et la place des femmes au Mali. Ce plateau était vivement animé par Madame Samaké Fatoumata Traoré, expert en genre et gouvernance. Elle est aussi directrice du Centre d'études pour l'éthique CDE Nieta. Madame Samaké, merci beaucoup. Merci. C'était un plaisir. Plaisir partagé. Deuxième sur ce plateau aussi, une femme très engagée, Madame Diara Nana Touré. Elle est sociologue, spécialiste en genre, sécurité et développement. Elle est aussi présidente de l'ONG SAGOPS. C'est bien prononcé? Oui, c'est bien prononcé. Merci beaucoup, Madame Diara. Merci à vous, Fadima. C'était vraiment un plaisir d'avoir et d'être assurée surtout de voir qu'il y a des femmes battantes au Mali. Wow, il y en a beaucoup. On se dit à la prochaine. Je remercie la régie qui a assuré cet enregistrement. Téléspectateurs, allez-y également sur nos pages Facebook, YouTube, Mandé TV Reflet du Mali pour regarder cette émission et d'autres émissions auparavant. Voilà, on s'est dit à la prochaine avec un autre thème sur ce même plateau, même jour, même heure. Au revoir.